Moi, j'écris la nuit, uniquement la nuit. C'est tellement plus calme et les émotions sont plus intenses. Tout ce qui vous fait peur vous fera peur encore plus la nuit. Et tout ce qui vous rend heureux vous réjouira encore plus la nuit parce que vous êtes beaucoup plus dans l'intimité pour regarder les émotions et les assumer. Et donc, et c'est calme. Il n'y a pas une copine qui passe à l'improviste pour une tarte aux pommes. Et donc. Et la boule de glace. Et la boule de glace qu'elle oublie souvent. Ça m'énerve. Donc, voilà, la nuit, et ça correspond aussi quand j'étais en ville pour aller au collège, que j'ai commencé à louer mes petites chambres pourries. J'étais toute seule la nuit et j'avais peur quand je faisais les cauchemars. Et comme il n'y avait personne, j'ai décidé que j'allais tenir tête à la nuit. Je lui disais, tu m'auras pas. Donc, je tiens. Et j'écris toute la nuit comme ça. Dès que je commençais à entendre les bruits de la vie courante, là, j'étais calme pour dormir. Et j'écoute la musique. J'écris toujours avec de la musique que je choisis. Là, j'entends ma musique. Je choisis en fonction de l'humeur du livre. Donc, pour ce livre-là, je voulais une musique qui ne soit pas dans le décodage. On n'avait pas besoin de paroles pour comprendre. Il fallait juste entendre et sentir. Et c'est pour ça que j'ai mis la kora. C'est un instrument à cordes. Il y a 21 cordes. Donc une calebasse avec une peau de gazelle. À l'origine, on mettait une peau de gazelle avec ce manche. Et cette musique-là, il faut juste vibrer, entendre, laisser son cœur. Son âme va se faire porter comme ça. Voilà, on se laisse porter par cette musique. Et après, il y a les suites pour violoncelle de Bach. Et j'en parle depuis mon premier livre, les suites pour violoncelle. Évidemment, on va me dire, cette petite fille de Bantou, qu'est-ce qu'elle a à voir avec Bach? Eh bien, c'est mon enfance, bizarrement. Parce que quand j'étais petite, on a eu une fois un curé français qui venait, c'était un hôte du sous-préfet. Et la maison du sous-préfet dans mon village, elle est à côté de chez mes grands-parents. Et le sous-préfet était en vacances avec toute sa famille. Et à l'époque, on n'avait pas de téléphone. Donc ce monsieur, il arrive comme ça et il ne trouve personne. Et mon grand-père l'a hébergé. Et mon grand-père ne parlait pas français, ce monsieur ne comprenait pas notre langue. Donc pour l'appeler à manger, on lui faisait juste comme ça. Et il venait, il trouvait son bol et il mangeait avec mon grand-père. Et ce monsieur est resté chez nous pendant des semaines. Et tous les matins, il écoutait avec une radio-cassette les suites pour violoncelle de Bach. Et j'avais à peine 6-7 ans, je ne savais pas ce que c'était. Et je me suis passionnée pour ça, j'ai fait un peu des études là-dessus, j'ai acheté tous les livres que j'ai pu trouver, et j'ai continué à l'écouter, et je trouve que ce n'est pas nécessaire d'être allemand pour apprécier les suites pour violoncelle de Bach. C'est une beauté universelle absolue, et tout le monde peut se l'approprier, y compris moi. Et pour le piano, c'est qui j'arrête, parce que c'est lié à l'amitié de Betty dans le livre, c'est comme la bande de son de cette amitié-là. Mais il se trouve que moi aussi, la personne qui m'avait fait découvrir cette musique-là, je l'ai perdue. C'est une personne décédée. Et chaque fois que j'entends ce piano, j'ai l'impression qu'il revit. Et donc, cette musique m'accompagne toujours. Et en plus, c'est une improvisation. Pour moi, c'est une métaphore de la vie. Donc, chaque matin, on a une touche. Il s'agit de faire une harmonie avant de mourir. Donc voilà, et ces musiques-là m'ont accompagnée. Je n'écoutais que ça pendant toute l'écriture du livre. La kora de Djeli Moussa Sissoko du Mali, notamment un morceau qui s'appelle Lontagna. Et quand on connaît la kora, il y a toujours un texte qui va avec. Lontagna, c'est un morceau sur le voyage et qui dit on ne peut parler d'un voyage agréable qu'on aurait effectué que lorsqu'on a été accueilli dans le respect et la dignité. Et du coup, j'ai fait la métaphore, l'analogie. Pour moi, c'est mon voyage d'immigré. C'est aussi notre voyage à tous d'êtres humains sur Terre. Il s'agit de vivre dignement jusqu'au bout. Et donc là, sur l'Inasouvi, par exemple, la ponctuation, c'est chaque fois une idée que j'ai dans ma tête. C'est comme on a une toute petite césure, ensuite une grande et on rebondit. Et tout le texte, il est rythmé comme ça jusqu'à la fin. Parce que les mots, c'est un peu tricoter la vie. Comme dit Betty, il a bien fallu que quelqu'un imagine la laine ailleurs que sur le dos des moutons pour que nous ayons des châles au cou et de beaux draps pour couver nos amours.
les beaux draps. Et j'aime beaucoup cette ambiguïté du français. Les beaux draps, être dans de beaux draps, mais en même temps avoir de beaux draps pour couvrir nos amours. Et on ne sait jamais dans quoi on se met dans la vie et tout est tentative. Donc on essaye de tricoter et les mots nous donnent cette possibilité-là de nous donner une rampe, une espèce de corde comme ça pour suivre. Il y a toujours cette métaphore de la ligne qui ne me quitte pas, hein. Depuis mon premier livre, j'ai toujours l'idée d'une ligne. Vous voyez un livre qui est fini, c'est un morceau entier complet, donc à part. Moi, je ne vois pas de livre fini. Dans mon écriture, je suis toujours en train d'écrire. C'est toujours la continuation du même chemin. Je ne sais pas où je vais. Donc, je suis comme Betty, je tricote. Et les mots, c'est ça. Et je cherche aussi à comprendre parfois dans les nuances du mot, on trouve même les nuances de la vie. C'est une langue qui peut faire l'arlequin. Il faut parfois démasquer le personnage pour rentrer dans ce qu'il est vraiment. Et ce livre-là, c'est un déshabillage en permanence. Tous les personnages ont une façade sociale qui est admise, mais il y a quelqu'un derrière qui est parfois très différent de la facette que nous percevons. Et c'est pour ça que Betty dit, elle veut briser les murs, gratter les façades, aller jusqu'à là où à l'endroit où les choses se confondent avec leur propre reflet, c'est-à-dire là où on touche la vérité des choses. Donc je pense qu'une technicité peut s'apprendre, mais ce qui fait l'âme d'un livre, ça vient vraiment de soi. Moi, je ne remercierai jamais assez mes profs de français. Je pense qu'ils m'ont donné tout en me donnant la langue, l'écriture et la technicité. Oui, le côté froid de la langue, la technicité, la plastique de cette langue, quelqu'un peut vous donner ça. Quelqu'un peut vous enseigner une démarche. Mais après, ce qui va donner un souffle, un esprit, une manière de sentir le monde à un livre, ça, c'est totalement personnel. Personne ne peut vous l'apprendre à qui que ce soit. Et je dis toujours, c'est quand j'ai lu Hemingway que j'ai mieux compris la condition de pêcheur de mon grand-père. Ça, cette manière de regarder l'humain vivre, je peux l'apprendre de Sembène Ousmane, je peux l'apprendre de Zola, je peux l'apprendre de Hemingway. Et la manière de fouetter la langue, je peux apprendre ça chez Yourcenar, chez Voltaire. La philosophie, la manière de sentir. Je suis une passionnée de Schiller, un philosophe allemand. Et quand j'ai le blues, je bouffe du Nietzsche pendant des week-ends. Et quand je reviens à la morale, j'oublie Nietzsche parce que je souris et je n'ai pas envie qu'il me parle parce que je le trouve d'un coup pessimiste. Et voilà, et c'est de l'oxygène qu'on va capter chez les autres pour respirer. Les kilomètres qu'on va faire en courant soi-même, ça c'est une force personnelle. Et c'est ça pour moi la chair d'un texte. Et chacun l'a vraiment là-dedans. C'est ma bulle d'oxygène. Quand j'écris, plus rien ne m'importe. Parce que d'un coup, j'ai mon rail à suivre et je me laisse porter. Ce serait super prétentieux, je pense, d'écrire en pensant au public. Parce que ça suppose qu'il y en ait un. Moi, je ne sais pas. Quand je commence un livre, je ne sais pas où je vais avec. Et je peux le détruire à la fin si je ne l'aime pas. Et du coup, je signe toujours un seul livre avec un éditeur. Et le suivant, on ne sait pas quand. C'est quand moi j'ai fini que je me sens le courage de montrer ce texte. Je viens avec mon texte, je dis, j'ai fait ça. S'ils aiment, ils prennent. S'ils n'aiment pas, les personnages ne demandent pas à manger, à boire. Ils vont aimer peut-être le suivant. Mais moi, je fais des livres indépendamment des dates de publication. Là, le suivant de celui-ci, il est prêt depuis l'année dernière. Je ne veux absolument pas qu'il sorte maintenant parce que je ne me sens pas prête pour le remettre. Et j'en ai écrit un autre et maintenant j'en termine un autre. Mais je ne veux absolument pas sortir un livre chaque année parce que je trouve que émotionnellement, ça prend beaucoup de moi. Et s'ils n'aiment pas le titre, je dis c'est pas grave, c'est avec ou vous ne publierez pas. Par exemple, Inna Soufi Novi en automne en France, c'est fait pour déprimer tout le monde. Enfin, ceux qui se découragent tôt n'auront pas le temps d'aller voir ce qu'il y a dedans. C'est pas grave, c'est pas seulement le commerce qui compte. Mais je voulais mettre Inna Soufi Novi parce que le I, c'est la voyelle la plus fermée de la langue française. Et je voulais parler des restrictions, des choses qui manquent. Une tête d'épingle dans notre vie et on se sent perturbé. Et ces I-là, je voulais que ce soit 3 fois dans le titre. Inna Soufi Novi. Et je voulais la rime visuelle et sonore. Si un éditeur n'avait pas accepté avec ce titre, il ne m'aurait jamais publié pour ce livre. Parce que je n'étais pas du tout prête à le changer. Et pour ça, il faut d'abord savoir pourquoi on écrit d'autres
en dehors du fait de vendre. Moi, j'écris parce que je suis partie uniquement sur le sentiment d'abandon et la notion de l'illégitimité. C'est fondateur chez moi. Et mon premier livre parlait de ça, Le ventre de l'Atlantique. Moi, je suis née, mes parents avaient 18 ans, en 68. Et je suis... j'ai grandi avec des gens qui disaient « c'est la fille illégitime d'un tel ». Et je ne vois pas en quoi je l'étais. Ma mère n'était pas mariée, mon père ne l'était pas. Ils étaient tout jeunes, je suis leur premier enfant. Et en fait, on leur reprochait juste d'avoir fait un enfant avant d'être marié, avant les salam alek de l'imam. J'y suis pour rien. Et toute ma vie, on m'a reproché cela. J'étais la bâtarde, l'enfant du péché, la fille illégitime. Et ma quête à moi, c'était juste pouvoir poser mes fesses sur une chaise et que personne me dise, c'est pas ta place. Il y a un garçon qui est né la même année que moi, une dame qui a l'âge de ma mère. Eh bien, son père a étouffé le bébé. Il n'est même pas allé en prison parce qu'à l'époque, on ne portait même pas plainte pour ça. Et moi, j'ai grandi avec l'ombre de ce garçon. Allez savoir si c'est pour ça que je suis célibataire. Mais chaque fois que je fais quelque chose, je me dis, si lui aussi, il avait vécu, ben, il aurait eu 40 ans cette année. Lui, on lui a empêché. Et je me dois de vivre pour moi et pour lui. Et je vais ouvrir ma gueule en permanence pour dire, je suis là. Et dans Le ventre de l'Atlantique, je dis, j'écris pour dire et faire. Tout ce que ma mère n'a pas osé dire et faire. Même une montagne, je peux la faire passer dans ma bouche. Il suffit juste de l'écrire et de réciter ça. Donc ma vie, on l'a rendue coupable et sale. Et c'est pour ça que dans Le ventre de l'Atlantique, la fille s'appelle Sally, S-A-L-I-E. C'est une gamine salie par la mentalité tordue des adultes. Et moi, mon écriture, ça répond à une chose qui est dans Le ventre de l'Atlantique. Partir. C'est avoir tous les courages pour aller naître de soi-même. Naître de soi étant la plus légitime des naissances. Et alors, j'essaie de naître de moi-même dans la réflexion, de bâtir une vie littéraire, une pensée où quelqu'un va habiter seulement dans le texte. Ce qui fait que quand j'écris et qu'un éditeur voudrait changer quelque chose, ben je vis ça comme une agression. Non pas parce que je me crois parfaite, mais c'est juste l'endroit où je me permets d'être enfin moi. Et on me dit, là aussi, tu n'as pas le droit d'être ceci. L'éditeur qui prend ce risque avec moi, il ne me publiera pas. Parce que je ne bouge pas une seule page. Donc voilà. Oui, bien, on va s'arrêter là. Non, il reste une récitation. Ah, bon. C'est ma profession de foi. Je vous en prie. Ah, mais j'adore torturer les gens. Vous allez rester assise, madame, jusqu'aux courbatures. Parce qu'on en a parlé de l'identité, des lieux, de l'Afrique, de l'Europe. Je vais vous donner une récitation de quelque chose que j'aurais aimé mettre à la fin de tous mes livres si mes éditeurs étaient aussi cinglés que moi. Parce que c'est vraiment ma profession de foi dans l'écriture. Et ceux qui m'ont lu depuis le début vont voir d'où ça sort, ce texte-là. La voix de Rambo. Donc sur la question du chez-soi et de l'identité. Chez moi ou chez l'autre. Être hybride, l'Afrique et l'Europe se demandent perplexes quel bout de moi leur appartient. Je suis l'enfant présenté au sabre du roi Salomon pour le juste partage. Exilé en permanence, je passe mes nuits à souder les rails qui mènent à l'identité. L'écriture est la cire chaude que je coule entre les sillons creusés par les bâtisseurs de cloisons des deux bords. Je suis cette kéloïde qui pousse là où les hommes, en traçant leurs frontières, ont blessé la terre de Dieu. Lorsque las d'être plongé dans l'opaque repos nocturne, les pupilles désirent enfin les nuances du jour. Le soleil se lève inlassablement sur des couleurs volées à la douceur de l'art pour borner le monde. Le premier qui a dit « Celles-ci sont mes couleurs » a transformé l'arc-en-ciel en bombe atomique et rangé les peuples en armée. Vert, jaune, rouge, drapeau sénégalais, ou bleu, blanc, rouge, drapeau français. Des barbelés. Évidemment, je préfère le mauve. Cette couleur tempérée
mélange de la rouge chaleur africaine et du froid bleu européen. Qu'est-ce qui fait la beauté du mauve? Le bleu, madame? Ou le rouge? Et puis, à quoi sert-il de s'en enquérir si le mauve vous va bien? Le bleu et le rouge, les champs et les loups, je les ai dans la tête, je les emporte partout avec moi. Où qu'on aille, il y aura toujours des champs et des loups. Ce n'est pas une question de frontières. Je cherche mon pays, là où on apprécie l'être additionné, sans dissocier ses multiples strates. Je cherche mon pays, là où s'estompe la fragmentation identitaire. Je cherche mon pays, là où les bras de l'Atlantique fusionnent pour donner l'encre mauve qui dit l'incandescence et la douceur, la brûlure d'exister et la joie de vivre. Je cherche mon territoire sur une page blanche, un carnet, ça tient dans un sac de voyage. Alors, partout où je pose mes valises, je suis chez moi comme aujourd'hui, à Brest. Aucun filet ne saura empêcher les algues de l'Atlantique de voguer et de tirer leur saveur des eaux qu'elles traversent. Racler, balayer les fonds marins, tremper dans l'encre de sèche, écrire la vie sur la crête des vagues, laisser souffler le vent qui chante mon peuple marin. L'océan ne berce que ceux qui l'appellent j'ignore l'amarrage. Le départ est le seul horizon offert à ceux qui cherchent les 1000 écrins où le destin cache les solutions de ces 1000 erreurs. Dans le rugissement des pagaies, quand la mamie-maman murmure, j'entends la mère déclamer son ode aux enfants tombés du bastingage. Partir, vivre libre et mourir comme une algue de l'Atlantique. Je vous remercie. Oui.